Bonjour à tous, ici Lamso pour West Fighting. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir un acteur incontournable du MMA français, Monsieur Smart Fight. Vous l'avez reconnu, Monsieur Nicolas Hott. Comment tu vas, Nicolas? Eh ben, ça va très bien. Un plaisir d'avoir été invité sur ta chaîne. Le plaisir est pour nous. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours? Yes. Nicolas Hott, j'ai 38 ans. Je suis préparateur physique, entraîneur et nutritionniste. Euh, j'ai été combattant professionnel de MMA. J'ai combattu dans les deux plus grosses organisations européennes, qui étaient le Cage Warrior et le BAMA. Euh, j'ai fait troisième au championnat du monde de MMA amateur. Et je suis ceinture noire de jiu-jitsu brésilien et de Muay Thai. Euh, et d'un point de vue professionnel, j'ai commencé à entraîner en 2000. Euh, J'étais diplômé d'un master en 2011 que j'ai terminé aux États-Unis. Euh, Ensuite, j'ai passé deux BPGEPS qui permettaient d'enseigner les sports de combat et un DU de nutrition. Et donc, j'ai commencé à enseigner vraiment les sports de combat autour de 2014-2015. Euh, En 2019, je me suis retrouvé entraîneur de l'équipe de France de MMA amateur aux côtés d'Aldric Cassata, poste que j'ai continué jusqu'à 2020, jusqu'à cette année en fait, où on a terminé avec un titre mondial pour Swill chez les moins de 21 ans et une deuxième place pour Delphine Benouache, euh, qui aurait pu être une première place. Et puis, entre-temps, j'étais préparateur physique et formateur au CREPS pendant 6 ans, donc de 2015 à 2021, il me semble, et directeur de la performance au sein du MMA Factory, et aujourd'hui, entraîneur, head coach de Nassourdine. Tu as été aussi combattant professionnel? Ouais, bah, j'ai pas une grosse carrière, j'ai une toute petite carrière. En fait, j'ai fait de la compétition sur tous les sports de combat que j'ai pratiqués. Je faisais du taekwondo quand j'étais jeune, je faisais de la compétition. Ensuite, j'ai fait de la Ouais. boxe française, je faisais de la compétition. J'ai fait quelques compétitions de lutte. J'ai fait pas mal de compétitions de grappling. Ensuite, j'ai fait du pancrace. Et puis après, un peu plus tard, forcément, j'ai fait le championnat du monde de MMA amateur pendant lesquels j'ai fini troisième. C'était à Las Vegas en 2015. Et ensuite, j'ai fait trois combats pro de MMA, dont deux dans les plus grosses orgas européennes de l'époque, étaient le Cage Warrior et le BAMA. Super. Et par la suite, tu t'es spécialisé dans le coaching, tout ce que tu nous as dit. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à devenir coach? En vrai, le truc qui se passe, c'est que moi, j'étais compétiteur. J'étais pas forcément très doué. Ouais. Euh, J'avais un certain succès en compétition, mais j'étais pas le mec le plus athlétique. J'étais pas celui qui apprenait le plus vite. Et donc, j'ai toujours eu cette envie de comprendre les mécanismes qui permettaient d'apprendre plus rapidement ou d'apprendre les meilleures solutions pour être plus performant. Et puis les mécanismes qui permettaient d'être plus près physiquement ou d'être plus près d'un point de vue nutritionnel. Et donc la curiosité vis-à-vis de tout ça, c'est d'abord développé pour moi, pour m'améliorer moi-même, puis ensuite pour améliorer les proches qui étaient autour de moi. Et puis après, j'ai toujours cette passion de transmettre. C'est-à-dire que durant toute ma vie, quand j'ai découvert quelque chose ou quand j'ai appris quelque chose, j'ai toujours eu cette envie de le transmettre, de le partager avec d'autres gens. Et je pense que être un enseignant, être un professeur, être un entraîneur, c'est avant tout essayer de transmettre le maximum de choses pour aider des personnes à performer. Et donc, effectivement, on peut penser que c'est différentes casquettes, nutritionniste, préparateur physique et entraîneur, mais en réalité, pour moi, c'est une seule casquette, c'est la performance et des outils qui permettent d'être plus performant. Bah, justement, tu as monté ta structure ensuite qui est Smart Fight, qui est Ouais, basée sur l'intelligence du combat. Et c'est ça. qu'est-ce que c'est concrètement Smart Fight? Quelle est la plus-value pour les combattants? Ouais, Smart Fight, l'idée de Smart Fight à la base, c'est de se dire que le contenu sur les sports de combat, pour les pratiquants de sports de combat, et notamment le contenu fait avec des gens qui sont à la fois qualifiés d'un point de vue scientifiquement parlant, c'est-à-dire qu'on fait des études qui comprennent vraiment la science de l'entraînement, mais qui en même temps sont des gens du terrain parce qu'ils pratiquent eux-mêmes et parce qu'ils entraînent des grands champions, bah, c'est quelque chose qui existe quasiment pas. C'est-à-dire que souvent, on a soit les scientifiques qui font des trucs, mais ils savent pas comment c'est le terrain. Soit on a les mecs du terrain, mais ils font pas des trucs pour le grand public parce qu'ils ont pas le temps, ils sont trop occupés sur le terrain. Et moi, l'idée, c'était de Mhm. dire, OK, j'ai fait les études,
j'ai moi-même combattu, j'ai entraîné X personnes, et dans les entraînements, voilà ce qui marche et vraiment qui est pertinent. Et pas du bullshit, entre guillemets, comme on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, avec soit des programmes qui sont super compliqués mais qui sont pas efficaces, soit des exercices qui sont super loufoques mais qui servent à rien. Non, l'idée, c'était de dire, non, on va utiliser la science pour choisir Ouais. le programme optimal, mais un programme que tout le monde peut réaliser et qui va permettre de progresser. Et si on regarde, bah, aujourd'hui, j'ai deux programmes en ligne, j'ai le programme Transformation et le programme Deviens fort. Le programme Transformation, c'est un peu une ouverture sur la musculation, donc c'est vraiment toutes les bases. C'est un programme qu'on peut faire entre 6 mois et un an. C'est réellement, concrètement, le programme qu'a utilisé Delphine Benwesh, vice-championne du monde de MMA amateur, Alexis Barbosa, champion du One FC, Kenji Grillon, champion du monde de karaté. Pendant 1 an et demi, 2 ans, ils ont réellement Ouais. été sur ce programme. Alors bien sûr, avec les modifications qu'on peut apporter quand on est en personne avec eux, mais réellement, ils étaient sur ce programme. Charline Van Snick, quand elle faisait son retour pour les Jeux Olympiques, Charline Van Snick, troisième au monde, troisième au JO, 2 fois championne d'Europe, elle effectuait aussi ce programme. Donc c'est très concret et ça a été filmé en plus directement en salle avec Alexis Barbosa et avec Kenji Grillon. Donc ça, c'était le premier programme. Et puis ensuite, on a fait un deuxième programme qui est un peu la suite. C'est, tu as déjà construit du muscle, tu as déjà approfondi ta technique de musculation, tu commences à être fort, et là, tu veux passer un cap, tu veux devenir encore plus fort. Et ben, il y a le programme Deviens fort qui a été tourné cette fois-ci avec Monsieur Thomas Laubersan, donc numéro 1 mondial Ouais, hein. IBJJF, et qui a été encore une fois tourné en salle sur des exercices, sur du vécu, sur des choses qui ont été faites et répliquées des milliers de fois, et donc qui sortent directement du terrain. Donc, Smart Fight, c'est vraiment ça, c'est le mélange de la science, mais la réalité du combat et la réalité du terrain. Ok, c'est hyper intéressant. Et j'ai fait moi aussi mes petites recherches et j'ai appris que tu as été inspiré principalement par Joel Jamieson, un préparateur Ouais, physique américain. Tu me dis si je me trompe, ouais. ouais, en fait, bon, j'ai été inspiré par plein de gens, hein, forcément. Mais au début, dans la référence dans les sports de combat, de ce qui m'a vraiment inspiré, qui m'a fait passer un cap, ça a été Joel Jamieson. Et puis après, il y a eu plein d'autres personnes, que ce soit des gens, beaucoup de gens sur Internet, hein, Mike Israetel, phénoménal. En fait, j'ai été chercher des spécialistes dans tous les domaines, tu vois, dans la planification, Ok. bon, pas dans le développement de la force, Zatsiorsky, dans le développement de l'endurance, d'autres personnes, Tim Noakes. En fait, tu vois, j'ai été vraiment essayer de chercher dans chaque, que ce soit en ligne, que ce soit dans des livres. Et puis après, sur le terrain, j'ai essayé de. Il y a un moment dans ma vie où j'ai eu un trou quand j'ai quitté le MMA Factory et que j'ai quitté le Krebs. J'ai eu un trou, c'était le Covid, il n'y avait pas trop d'activité en France. Et j'ai dit, tu sais quoi, je vais partir aux États-Unis pendant 3 mois et je vais aller dans tous les plus grands gyms américains et je vais aller voir concrètement ce qui se passe. Et donc, je vais voir Exos, qui est le gros gym pour préparer les gens pour la NFL. Donc, j'ai été chez Exos, j'ai été voir Phil Daru, qui est le gros préparateur physique de MMA aux États-Unis. J'ai travaillé avec Georges Lockhart, qui est le nutritionniste de toutes les rostars, Conor McGregor, John Jones, Daniel Cormier, etc., etc. J'ai été voir John Danaher, j'ai été voir l'entraîneur de Tyson, j'ai été voir Henri Cejudo, j'étais dans tous ces trucs. Et l'idée, ça a été de voir concrètement sur le terrain comment ça se passait. Au lieu de se dire, ouais, ok, dans le livre, ok, le livre c'est bien, mais concrètement sur le terrain, ça se passe comment? Et après, l'autre chance que j'ai eue, bah, c'est que, et au travers du Krebs Île-de-France, où il y avait beaucoup de sportifs de haut niveau, et donc de beaucoup de sports différents, j'ai pu échanger avec plein d'entraîneurs, plein de sports, etc., au quotidien, et au MMA Factory. Sur la grande époque du MMA Factory, quand il y avait tous ces combattants qui venaient de plein de disciplines, qui étaient titrés dans plein de disciplines, alors, j'avais un échantillon de travail qui était énorme. Et donc, j'ai pu vraiment observer beaucoup de choses différentes. Donc, ça, c'est deux opportunités, deux choses qui m'ont vraiment aidé à progresser sur ma compréhension euh, des sports de combat et de la préparation physique et de la nutrition et l'imbrication de tous ces facteurs-là. On m'a parlé d'une collection de livres de 250 livres. Tu confirmes? Euh, je pense qu'il y a 250 au moins. Ouais, il y a beaucoup de livres. C'est pas que des livres sur la prépa physique. Heureusement, ce serait un peu Ouais. redondant. Mais ouais, il y a beaucoup de livres. Et puis, tu sais, au début, tu Tu lis bouquines beaucoup énormément, de ouais. livres différents. Ouais. Au début, tu lis beaucoup parce qu'il y avait pas accès à beaucoup d'informations comme aujourd'hui. Et donc, comme moi, je comprenais pas, il y a beaucoup de choses que je comprenais pas. Bah, j'achetais d'autres livres pour essayer en fait, tu sais, de voir une autre explication et de mieux comprendre, tu vois. Et après, j'achetais un autre, et j'essayais de Ouais. trouver, en fait, des réponses à mes questions. Et donc, je l'ai fait avec plein de livres, après, je l'ai fait avec plein de formations, après, je l'ai fait avec plein de gens avec qui j'ai discuté, que j'ai observé, des gens.
des grands gens dans leur domaine, tu vois, des grands maîtres de plein de domaines différents, de la boxe thaï, du sol, euh, du MMA, etc., etc. Et puis, après, en fait, dans une deuxième partie, bah, en fait, tu fais un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'au lieu de d'élargir, bah, tu rétrécis. C'est-à-dire que tu as lu plein de trucs, tu as pris plein d'informations, et au bout d'un moment, en fait, ce que tu fais, c'est que presque tu retires des livres, t'en enlèves, t'en enlèves, t'en enlèves, t'en enlèves, et t'en gardes que quelques-uns que tu approfondis, sur lesquels tu passes de plus en plus de temps, parce que tu comprends la profondeur de ce livre, ou de cette phrase, ou de ce concept. Et en fait, tu lis de moins en moins. Aujourd'hui, je lis beaucoup moins de livres, je lis des études. Tu sais, je reste informé, mais je suis beaucoup plus sur une introspection, un travail sur moi-même de toutes ces informations que j'ai collectées et essayer de les assembler de la meilleure des façons. Et Hmm. après, je te dis honnêtement, j'ai toujours fait des bons dans ma compréhension. Quelque chose qui m'a beaucoup servi, c'est mes étapes en tant qu'entraîneur de l'équipe de France. Parce que quand tu es entraîneur de l'équipe de France, il faut comprendre que déjà, tu es entouré de d'autres très bons entraîneurs. Parce que, il y a 2 ou 3 entraîneurs maximum sur l'équipe de France. Donc les deux trois personnes qui sont avec toi, je te donne un exemple, il y avait Johnny Frachet, il y avait, Aldric Cassata, il y avait Yuri Bedjenari, il y avait, Christophe Dafreville. Pas forcément, tu t'inspires des autres coachs qui sont autour de toi. Et puis, c'est un échantillon de ouf parce que quand tu es au championnat du monde de MMA amateur, tu dois coacher, 40 combats en, 5 jours. Tu vois? Donc tu as plein de styles Énorme. différents. En face, tu as Hmm. plein de styles différents. Et tu dois, en l'espace de quelques jours, tu dois coacher toutes ces personnes pour faire en sorte d'avoir le maximum de résultats positifs, d'avoir le maximum de médailles d'or. Et ça, cette expérience très très forte, avec d'autres coachs qui sont très compétents aussi, à chaque fois, ça m'a permis de faire un bond dans ma compréhension des sports de combat et du MMA de manière plus, plus particulière. Le perfectionnement au MMA Factory, ça s'est fait là-bas? Au niveau de la cellule performance? C'est là-bas que ça s'est Alors, fait ou c'est plus ouais, tôt? ouais. Ouais, MMA Factory, j'ai beaucoup appris aussi, ouais. Faut comprendre que quand je commence à coacher au MMA Factory, bah, en vrai, je suis un coach débutant sur le haut niveau. Tu vois, j'ai pas les compétences là-dessus. Et donc, je commence moi sur un cours amateur où je remplace Johnny Frachet qui a quitté le MMA Factory à l'époque. Donc, je commence sur un Ouais. cours amateur et ça se passe tellement bien que très rapidement, Fernand me demande de prendre en main le cours pro quand il est plus là. Euh, et donc, forcément, à l'époque, il y a beaucoup d'activités, donc il y a beaucoup de moments où Fernand Lopez n'est pas là à la salle. Hmm. Et donc, quand il n'est pas là, on se partage le cours pro, soit c'est moi qui le prends en main, soit c'est Tonton, Tonton Mpumbu, Ouais. qui le prend en charge, Christian Mpumbu. C'est une époque où j'ai l'occasion de me former directement sur le terrain. Et puis, il y a des combats, des combattants professionnels qui combattent quasiment tous les week-ends ou toutes les 2 semaines, tu vois. Et c'est toujours à l'étranger. Donc, on part en Angleterre, on part en Russie, on part en Finlande, on part en Suède, on part en Pologne, on part au Sénégal, on part, tu vois. J'accumule en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes de camps d'entraînement, de coaching. Ouais. Et comme moi, j'ai soif de savoir, bah, je passe beaucoup de temps à observer ce que fait Lopez. Et il s'avère que Lopez, quand il coach, quand il a le temps de coacher, quand il a l'énergie pour coacher, c'est un très bon coach. Et donc, il a déjà cette vision holistique. Et donc, moi, je suis au bord du tatami et je suis là en train d'apprendre avec lui. OK, les pattes d'ours, on peut les faire comme ça. OK, les bandages, ça se fait comme ça. OK, la récupération. OK, l'entraînement. OK, le game plan. OK, etc., etc. Et comme une éponge, je regarde et j'absorbe et j'absorbe et Oui. j'absorbe ce savoir et j'essaie de le réappliquer le plus rapidement possible. Et j'ai l'échantillon nécessaire pour le réappliquer le plus rapidement possible. Donc, quand tu as le savoir et que tu as l'échantillon pour tester ce savoir, bah, tu peux rapidement progresser parce que tu as les 2. C'est toujours, hein, c'est ma conception générale, c'est allier la théorie et la pratique. Et plus tu arrives à allier la théorie et la pratique, et plus tu as de chances de progresser et de progresser sur ce qui compte, c'est-à-dire l'application terrain de ton savoir. Parce qu'en fait, en réalité, ton savoir n'a de valeur que ta capacité à l'appliquer sur le terrain. Du coup, on va parler maintenant de Nassourdine Imavov. Aujourd'hui, tu es Yes, son head coach. c'est Et, ça. comment est née cette collaboration? Vous vous connaissez déjà au MMA Factory? C'est là-bas que tu l'as rencontré? Ouais, en fait, quand Nassourdine il débarque au MMA Factory, on est en 2000, enfin, je sais plus quelle année, je crois 2016-2017. Et moi, je suis déjà un des coachs référents du MMA Factory. J'aide des combattants sur la nutrition.
j'aide les combattants sur la préparation physique et je prends en main les cours pro quand Fernand n'est pas là. Donc, et je donne un cours le vendredi soir qui est le seul cours qui est mix amateur et pro. On avait décidé que le vendredi c'était un cours mixte pour les amateurs et pour les pros. Euh, et donc, ouais, un jour, il y a une nation qui débarque sur le tatami et il y a Thierry Sokudju. Thierry Sokudju, c'est une légende à l'époque. C'est un mec qui a combattu au Pride, qui a fait des KO spectaculaires au Pride, qui a combattu à l'UFC, qui a combattu dans toutes les plus grandes organisations européennes. Et j'avais entendu, oui, il y a des frères Imavov qui sont arrivés à la salle, ils sont forts, etc., etc. Donc, je mets ce petit jeune, je crois qu'il a 19 ans à l'époque, je le mets avec Thierry Sokudju et c'est dur. C'est très, très dur pour Thierry Sokudju. Et je me dis, waouh, ce gars-là, à quel point il est fort. Et ça, c'est notre première rencontre. Et puis après, au fur et à mesure, pardon, des années, euh, bon, on a commencé à travailler tout d'abord sur la nutrition, puis ensuite sur la préparation physique, et puis ensuite sur l'entraînement à son arrivée, un petit peu avant son arrivée à l'UFC, ses derniers camps d'entraînement avant d'arriver à l'UFC. Et puis ensuite, j'étais dans son coin pour son premier combat à l'UFC, donc c'était 2021. Euh, et puis après, quelques temps après, moi j'ai quitté le MMA Factory, donc on a toujours gardé cette relation amicale, on se voyait en dehors, etc. Mais on n'était plus dans une relation de coaching et de coacher. Et puis là, quand il a quitté le MMA Factory, bah, il m'a appelé, puis il m'a proposé d'être à nouveau son coach principal. Et donc, on est reparti sur une nouvelle aventure. Et que toi, tu le décrirais comment en tant que combattant? Et qu'est-ce que tu penses de son parcours? Euh, c'est intéressant, son parcours, il est intéressant parce que il a connu l'échec rapidement. Il me semble que sur son deuxième combat, il perd contre quelqu'un qui n'a pas son niveau, mais euh, qui, euh, qui le surprend, tu vois. Mais la raison pour laquelle il y a des moments de sa carrière où il a perdu, il a pas un palmarès, c'est pas caché. C'est-à-dire que Nassour, toute sa carrière, quand on lui a proposé des combats, quand on lui a proposé des défis, il les a acceptés et il a été se battre pour ces défis. Tu vois, il croyait en lui dès le début et donc il a été se battre. Et donc, du coup, il n'a pas le parcours parfait de certains, tu vois, genre l'invincibilité, personne t'a battu, etc. Euh, mais il a ce truc de je prends les défis, j'y vais, je crois en moi, et à chaque défi, je suis plus fort qu'au défi précédent. Et à chaque fois, je monte. Et à chaque fois, je suis plus fort. Et à chaque fois, j'ai pas de souci à me remettre en question pour progresser et pour continuer à avancer. Et je trouve que du coup, c'est un parcours qui est très intéressant, qui est même attachant, tu vois, parce que Mm. bah, j'ai envie de dire que tout le monde peut s'identifier à un parcours sur lequel on a trébuché quelques fois, mais on a persévéré pour arriver au plus haut niveau. Bah, justement, en parlant d'échec, pour parler de sa défaite face à Strickland, est-ce que ça n'a pas été justement le déclic de sa carrière, ce combat? Peut-être. Peut-être que c'est un déclic parce que peut-être que c'est ce combat qui a fait que quelque temps après il a quitté le MMA Factory. Peut-être que c'est ce combat qui a fait que il s'entraîne d'une façon qui lui permet de progresser et qui lui permet de monter en niveau. Donc ouais, 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 peut-être que ça a été un déclic. Euh, je sais pas. Je peux pas te dire comment ça serait passé sans ce combat. Ce que je peux te dire, c'est que nous, ça fait bientôt un an qu'on travaille ensemble. Euh, Et on a vu une évolution. Là, aujourd'hui, une évolution de maturité que j'ai pas vu auparavant chez Nassourdine. Vraiment, c'est très intéressant. Les petits réglages qui ont été faits dans plein de domaines différents, en striking, en lutte, au sol, c'est très intéressant. On rappelle qu'il a quitté le MMA Factory il y a environ un an. Il y a un Ouais, écosystème qui s'est structuré autour de lui. Et c'est aujourd'hui, ça. c'est la team qui fonctionne, qui gravite autour de lui. Et c'est peut-être la chose qui a tout changé pour lui. Ouais, on est vraiment dans le plus haut niveau d'individualisation. On en parlait il y a pas longtemps avec Nasso. Je disais, tu sais, je pense qu'il y a très très peu, voire pas, de teams dans le monde dans lesquels il y a un camp d'entraînement qui est autant fait pour une personne. C'est-à-dire que c'est pas. Moi, j'enseigne au Body Gym le matin, où il y a des talents extrêmes, hein. On a Alexis Barbosa, Ouais. champion du ONE FC, premier champion français du ONE FC. Elias Mahmoudi, qui a combattu pour la ceinture du ONE FC.
Brice Delval qui a combattu pour la ceinture du ONE FC. Donc, c'est peut-être le seul gym au monde avec 3 combattants qui ont combattu pour la ceinture du ONE FC et qui ont tous, il y en a un qui l'a gagné. Brice Delval, il a perdu la décision partagée et Elias, il prend un coup dans les testicules et là-dessus, il déclare qu'il perd du combat. Tu vois, c'est un truc assez fou, mais bon, bref. Donc, c'est un gym de très très haut niveau. Mais Nassau, on s'entraîne pas au Mamoudi. On s'entraîne au Venom. Et 100% de l'entraînement, des sparring partners, du temps d'entraînement, de l'heure d'entraînement, tout est fait pour lui, à 100%. Et donc, Ah, ok. forcément, dans un niveau d'individualisation qui est aussi élevé que celui-là, bah, tu as une marge de progression qui est forcément plus importante. Bien C'est un sûr. luxe qui n'existe pas pour la plupart des combattants. Hum, Pour revenir sur Strickland, est-ce que vous envisagez une revanche ou je sais que vous êtes focalisé sur la ceinture, mais je sais que lui On est aussi focus, il tient sa revanche. ouais, Bah, vous on êtes est focus focus sur le sur la combat. ceinture. Ouais, On est la focus sur le ceinture. combat. On est focus sur le combat. On est focus sur la ceinture. Après, Nas, dans sa vision des choses, il n'aimerait pas avoir la ceinture sans à un moment prendre sa revanche contre Hmm. Strickland. Pour lui, il y a un moment dans sa carrière où il faut qu'il prenne cette revanche. Il est revanchard. Ouais. Et tu penses que justement, si demain il devait y avoir revanche, la clé, ce serait le Filichel, travailler le Filichel pendant 6 à 7 Ouais, semaines, qu'il n'avait pas fait ouais. justement dans le combat, le premier combat. On Bah rappelle le non, parce qu'il Filichel, travaillait contre. c'est un petit peu la boxe, voilà, un petit peu à la Floyd Mayweather. Sauf que C'est lui, ça. Strickland, c'est plus de manière offensive. Voilà, il fait un fil échelle, mais assez offensif avec son jab. Ouais. Et puis ça pour bloquer. Et puis après, des sortes de types de front kick avec les jambes. Euh, que dire? Que dire? Je pense que tu as tout dit. Quand il a préparé le combat, enfin, il n'a pas préparé le combat contre Strickland, il prépare un combat contre Gastelum. Ouais. Le combat contre Gastelum, c'est un combat contre un gaucher, lutteur, petit. Strickland, il fait la taille de Nas, il est droitier et il est filichel. Donc, il a vraiment préparé à l'opposé de Ouais, Strickland. complètement. Maintenant, si demain on nous propose Strickland, on va aller aux États-Unis, on va aller dans un club dans lequel il y a 3-4 poids lourds qui ont un filichel où ils avancent, et on va travailler la boxe anglaise. Et on va faire un camp sur lequel non seulement il va nous servir pour Strickland, mais pour tous les prochains combats de Nassour, on va tellement bosser la boxe anglaise pendant le camp que Nassour, cette boxe anglaise, elle va faire ça. Euh, et je vois pas de raison de pas battre de Strickland si on fait ce taf-là. Il faut juste bien le préparer, comme tout le monde. C'est le camp d'entraînement qui détermine la capacité à gagner les combats. On pour rappel, le combat contre Strickland ça a été en short notice. Donc Mm. il a pas eu le temps de préparer justement convenablement ce combat. C'est ça. C'est un Et short notice. Après, ouais, quand tu regardes le combat, effectivement, il est gagné par Strickland, mais c'est pas une archi-domination de ouais, Strickland. C'est plutôt ouais. Strickland qui gagne tous les rounds de manière un peu serrée et qui les gagne. Et puis après, tu as Nassour qui gagne le dernier round. Mais donc, forcément, il y a plus de rounds pour Strickland. Mais si tu regardes les rounds, c'est pas une super domination. Ouais. C'est une guerre sur laquelle Strickland, il a l'expérience, la maturité de gagner le round à chaque fois. Pour revenir aux dernières performances de Nassourdine, est-ce que toi, tu es satisfait des performances qu'il y a eu contre Dolidze et Jared Cannonier? Je suis content des performances parce que dans la mise en contexte de la performance, on a affronté des adversaires qui étaient plus durs que tous les adversaires qu'il avait affrontés auparavant, mis à part Strickland, qui était mieux classé, et il les a battus d'une meilleure manière. C'est-à-dire que contre Cannonier, contre Dolidze, il est à 2 doigts de lui mettre un TKO, il est à 2 doigts de le finir 2 fois dans le combat. Donc vraiment, c'est une archi-domination. Et puis ensuite, contre Cannonier, il lui met un TKO. Contre un adversaire qui est mieux classé que tous les autres adversaires, il met un TKO alors qu'il n'avait pas mis de TKO depuis longtemps dans ses combats. Et il le met dans le quatrième round, c'est-à-dire là où tout le monde disait Cannonier, c'est l'endurance. Il a un Plus le cardio combat de avance, ouf. plus c'est pour Cannonier. Il a un cardio de Ouais. ouf et ça va être dur pour Nassourdine. Bah, Nassourdine lui met le TKO en striking dans le quatrième round. Donc c'est vraiment toutes les planètes qui s'alignent. Donc par rapport à ça, je suis content. Maintenant, est-ce qu'on est au niveau de ce que je vois à l'entraînement et est-ce qu'on est au plein potentiel de Nassourdine? Non. Et voilà. Et mon objectif pour chaque combat, c'est qu'on monte encore d'un cran et qu'on se rapproche de plus en plus de ce que je vois à l'entraînement
et qu'on arrive à, à- à associer tout ça pour qu'on ait un Nassourdine le plus performant possible dans la cage. Donc, l'UFC Paris arrive à grands pas, hein, on rappelle, le Et 28 septembre, vs Brandon Allen, qui a 24 victoires pour 5 défaites, invaincu depuis 8 combats. Donc, une grosse échéance quand même si Allen il est moins bien classé, c'est ouais. quand même c'est quand même un combat à prendre au sérieux. Et comment ça se passe la prépa pour Brandon Allen? Bon, déjà, comme tu l'as dit, c'est un combat à prendre très, 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 très au sérieux. 8 victoires d'affilée à l'UFC, c'est incroyable. Il a 12-2 à l'UFC. Il a, comme tu dis, 24-5. Donc, 12-2. c'est un gros palmarès. Il fait champion du monde amateur l'année où moi je fais troisième. C'est marrant. Petite Ouais. anecdote. Euh, euh, et donc, voilà, donc très fort, Brandon Allen. Aujourd'hui, donc on a préparé ce camp d'entraînement pour Brandon avec les deux distances, les deux aspects. On sait il a un striking offensif qui est bien, qui est solide, qui est costaud. Donc on se prépare sur ce striking pour pas qu'il puisse imposer son striking offensif. Et puis on sait aussi que euh, il est très dangereux au sol, notamment sur son étranglement arrière. Et donc on s'est préparé pour toutes ces configurations-là. Qu'est-ce que vous redoutez le plus chez lui? C'est justement ça, l'étranglement arrière? Son plus gros joker, c'est clairement hein, son étranglement arrière, sa capacité à prendre le dos et à soumettre à partir du dos. C'est de loin son plus gros joker. Il est très très fort sur l'étranglement arrière. Euh, Ouais. donc ouais, on s'en méfie, on le travaille au quotidien. Il y a Nassourdine qui a passé sa ceinture marron de jiu-jitsu brésilien la semaine dernière. Mais voilà, on travaille sérieusement sur la lutte, sur le sol, mais sur le striking aussi parce qu'on néglige pas son striking. Et en sparring, genre Ahmed Salamov, principalement? Alors, en sparring pour la lutte MMA, on a Ahmed Salamov. Pour le pied-point, on a Eli et Elias. Elias, c'est un combattant de Fury. Eli, c'est un combattant de MMA, mais aussi un combattant de Sanda qui était international équipe de France de Sanda. Deux mecs qui font la taille de Brandon Allen parce qu'il faut s'habituer à ce type de taille et ce type de combattant. Et puis ensuite, sur la lutte, on a Mahmoud qui a fait cinquième au championnat du monde de lutte libre. Et on a aussi Maxime François qui nous a aidés sur le camp et Ahmed, un autre lutteur très très fort. Et puis au sol, on va le vendredi matin, on va à la MK Team et on travaille sur des positions prises au sol directement. On prend certains des meilleurs en France. Donc on a eu Freddy, on a eu Adam et ils se mettent directement dans le dos de Nassourdine. Et à partir de là, Nassourdine essaye de s'échapper. Et petit rappel, pour ceux qui savent pas, Nassourdine a tourné un petit peu avec Ramza C'était là, c'était il y a 4 semaines. il y a 4 semaines, tu vois. Et moi, ma question, je voulais savoir, est-ce que par rapport à ce que tu as vu en sparring, est-ce que ça t'a rendu encore plus confiant vis-à-vis du niveau de Nassourdine? Parce qu'on sait que Hamza, Euh, c'est le top mondial, quoi. ouais, ouais, ouais. Écoute, j'ai pas besoin de me rassurer sur le niveau de Nassourdine parce que je le vois tous les jours à l'entraînement, parce que ce qu'on lui propose en opposition ici, c'est toujours, tu sais, sur le camp de canonnier, on a travaillé avec des boxeurs. Bah, on a pris des boxeurs de boxe anglaise. Bah, on allait dans le ring mettre des gants avec certains des meilleurs boxeurs de France dans la catégorie de Nassour. Quand on va au sol, on prend les meilleurs de France au sol. Quand on va en lutte, bah, je te l'ai dit, là, on prend Ahmed et un mec qui a fait cinquième au championnat du monde. Donc, si tu veux, au quotidien, je, je lui mets que du très très haut niveau en termes de sparring. Et du coup, j'ai pas besoin d'être rassuré sur le truc. Maintenant, c'était très plaisant parce que bah, on avait Ramzat qui est un lutteur qui est exceptionnel de la lutte de MMA. Et donc, c'était très intéressant de voir quelles actions il allait mettre en place et comment Nassourdine allait répondre à ces actions. Et nous, bah, on filme toujours, hein, tous les entraînements qu'on fait, on les filme. Donc, tout était filmé. Et donc, moi, ça me permet toujours ensuite de re-regarder, d'étudier et puis de voir les possibles failles qu'il peut y avoir d'un côté comme de l'autre. Donc, très intéressant. Brandon Allen pourra-t-il survivre aux assauts de Nassourdine? Écoute, on va voir le jour du combat. Nous, on cherche le finish, comme d'habitude. C'est l'objectif. Maintenant, à quel point il va être capable de résister, d'être durable. On sait que c'est quelqu'un qui est durable hein, quand même depuis Chris Curtis. Et puis avant, c'était Sean Strickland. C'est deux seules défaites à l'UFC. Tu vois, donc c'est du haut calibre quand il a perdu.
Donc c'est quelqu'un qui est durable, c'est quelqu'un qui encaisse, c'est quelqu'un qui tape. Euh, voilà. On va voir comment ça va se passer. Nous, en tout cas, on cherche le finish, ça c'est sûr et certain. Bon, Allen, on sait qu'il a pas sa langue dans sa poche. Nassourdine, il a aussi du répondant. Est-ce que Nassourdine, il est capable de sortir de son combat? Est-ce que c'est une possibilité, selon toi? Je pense pas. Honnêtement, le niveau, à quel point je le vois serein aujourd'hui, je le vois pas sortir du combat. Euh, Nas, il a passé un cap en termes de maturité, tu vois. Tu l'as vu sur les derniers combats, il rentre dans la cage, il est souriant avant de Ouais. rentrer, il est zen, il est calme. Je pense qu'il est chez lui dans la cage, en fait. Tu vois, il est arrivé à ce stade où je suis chez moi, je suis bien, et je vais performer et ça va le faire. Ah, après, comme tu l'as expliqué dans les précédentes interviews aussi, c'est le personnage qui est comme ça. C'est quelqu'un qui se laisse pas faire. À partir du moment où tu lui C'est attaques, il quelqu'un répond. Simple. C'est ça. Attention, si Brandon il fait le fou à la conférence de presse ou à la pesée, Nas il va le déclencher, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais si jamais, voilà, dans le combat c'est le combat, on travaille, hein, on travaille beaucoup dessus. Tu sais, nous on fait beaucoup de mise en situation avec plusieurs sparring. Il fait pas des sparring où il est tout seul. Je lui mets toujours deux adversaires. Donc honnêtement, je vois pas ça arriver. En tout cas, petite anecdote, il me semble, c'est quand, à la fin du combat, du dernier combat, quand t'as pris la parole pour faire la traduction, et t'as traduit mot pour mot ce que Nassourdine était en train de dire c'était à Chris Curtis, il me semble. C'était à l'avant-dernier combat. Ouais, j'ai kiffé Ah, ce passage. ouais, C'était, ouais, on a vu l'alchimie qu'il y avait entre vous deux. Je ouais, ouais, pensais que ouais. t'allais traduire de manière plus soft, mais t'as traduit mot à mot ce qu'il était en train de dire, tu vois. Et franchement, c'était lourd. C'était un En passage. fait, quand t'es aux US, tu fais des interviews Ouais. et tu passes, je sais pas, un jour ou 2 jours ou toute la journée, tu fais l'interview. Donc, le mec il pose la question en anglais, tu traduis en français, Nas il redit en français et tu traduis en anglais. Et donc, tu fais ça. Et en fait, bah, au bout de 2 jours, ça devient un automatisme. Tu vois, tu t'entends la question, Mhm. tu la répètes et il répond, etc. Et Ouais. donc, bah, c'est pour ça que c'est sorti comme ça dans la cage. Ok. Très bien. Pour parler des autres combats de l'UFC, beaucoup de Français sur la carte. Est-ce qu'il y a des combats qui, toi, t'intéressent plus particulièrement ou que tu vas suivre? Je te dis honnêtement, je passe tellement de temps à faire. En fait, tu sais, comme je t'ai dit, nous, on filme tous les entraînements. Donc, Ouais. je regarde les vidéos des entraînements, j'essaie de trouver des solutions. Je pense à l'entraînement bah, de Nassour, mais aussi des autres combattants que j'encadre, Delphine, Jorik, Eli, etc., etc. Et donc, je passe très peu de temps sur les combattants dont je m'occupe pas. Et Ok. donc, T'es focus. Autant je suis, autant je suis patriote à fond, c'est-à-dire que j'espère que tous les Français vont gagner à l'UFC Paris, qu'on va avoir une soirée de ouf et que ça va être exceptionnel. Mais en même temps, je connais pas l'adversaire des Français. C'est-à-dire que je sais que BSD il affronte Moïcano, mais j'ai pas vu de combat de Moïcano. Je sais pas comment il combat, j'ai pas regardé, j'ai pas été regardé. Je Mhm. sais qu'Omar Sy il est sur la carte, je sais pas qui est son adversaire. Je sais que Morgan il affronte l'ancien adversaire de BSD, mais j'ai pas été re-regardé. Je sais que Taylor il est sur la carte, je connais pas son adversaire, tu vois, alors que avec Taylor on est proche et j'ai été dans son coin pour je sais pas combien de combats. Mais euh, T'es focus sur voilà, ton je, combattant, je, quoi. je- je suis vraiment focus ouais, sur ça. Ouais. J'ai vu que, pour revenir sur Brandon Allen, j'ai vu qu'il avait il avait un petit peu pleuré sur le fait qu'il soit pas en main event. Ouais. Vous en pensez quoi de ça? Enfin, tu vois, il pleure surtout, quoi. Il veut que ce soit aux États-Unis, il veut que ce soit en main event, il veut que ça. En vrai, nous, on a pris le combat parce qu'on voulait rester actif sur l'UFC Paris. On voulait être sur l'UFC Paris et on voulait rester actif. Mais on n'a pas demandé Brendan Allen, tu vois. Donc après, on le respecte beaucoup parce que c'est un bon combattant. On respecte son niveau. Mais voilà, faut arrêter de chouiner, quoi. Si tu avais un classement des fighters actuels, toutes catégories confondues, en termes de talent pur et en prenant en compte la philosophie qui est la tienne du Smart Fight, quel serait ton top 5?
Non, mais je pense, alors, premièrement, je pense que les meilleurs sont à l'UFC. Ouais. Deuxièmement, je pense que aujourd'hui, c'est difficile de faire mieux que Islam, parce que Islam, non seulement il, il gagne les strikers, il les bat en striking, les mecs du sol, il les bat au sol, et on sait sa lutte. Tu mets KO Volkanovski, tu outstrike, parce qu'il a, sur plusieurs séquences, il a outstriké Dustin Poirier, Mhm. tu soumets Charles Oliveira. Alors forcément, il y a la discussion, dans cette discussion, il y a toujours John Jones, John Jones, John Jones. Oui, mais John Jones, il est pas actif. Et il a pris un combat depuis je sais pas combien d'années. Et ce combat, c'était contre un profil qui lui sied bien quand même, Ouais. qui lui allait bien. Donc John Jones, et immense respect pour sa carrière. Il est super fort. C'est probablement le GOAT du MMA. Mais dire qu'aujourd'hui, c'est numéro un pound for pound, pour moi, c'est compliqué. J'ai envie de mettre Islam en premier, peut-être John Jones en deuxième, et puis après en troisième, je sais pas. Euh, Encore une fois, je suis plus passionné tu vois, de solutions que de combattants. J'aime j'aime comprendre en fait quelles sont les solutions que tel combattant il a apportées pour aller dans le dos, pour soumettre, pour gagner en striking, tu vois. Ça me passionne. Après, je suis pas trop passionné de un combattant en particulier. Ok. Qu'est-ce que tu penses de Dricus Duplessis, qui est le champion actuel de la catégorie de Nassour? Je pense il a beaucoup, beaucoup de force physique. Je pense qu'une partie de sa force physique, elle est due à son passé au KSW, dans lequel il a pu utiliser des substances qui sont illégales dans la plupart des autres organisations européennes. Et, Comme beaucoup euh, d'ailleurs. et comme beaucoup. Et je pense que malgré le fait qu'il ait un style qui est concrètement qui est horrible à voir, il a un style Pas qui est très esthétique du gênant. tout. Ouais. C'est pas esthétique, mais c'est gênant, c'est puissant, ça fonctionne. Il a un sol qui est costaud, il a une lutte qui est costaud, il a un striking qui est costaud. Et du coup, ouais, c'est un adversaire qui est difficile et sur lequel il faudrait, tu vois, autant j'ai passé du temps à étudier Strickland, autant j'ai passé du temps à étudier Whittaker parce qu'à un moment on nous l'a proposé, autant DDP aujourd'hui même, tu vois, sans préparation, je sais pas comment je le préparais. Il faudrait que je passe du temps vraiment à faire le point pour me dire, OK, il faut tel et tel type de sparring, il faut qu'on fasse comme ça, il faut qu'on le batte comme ça, etc. Mais c'est un peu une énigme pour l'instant pour moi. Avant de se quitter, quel est ton pronostic pour le combat d'Allen? De quelle manière vois-tu Nassourdine l'emporter? Je pense qu'il va y avoir un TKO round 2 ou 3. Voilà. J'en dis J'ai le pas même que plus, toi. mais Moi, je dirais le round voilà. 2 TKO aussi. Ouais. Ça peut être round 2, ça peut être round 3. Ça peut être une soumission de Nas. Euh, Ce serait bien, ce serait beau. Ce serait beau, on verra. Bon, en tout cas, on vous le souhaite, hein. On vous le souhaite. Merci Bah, beaucoup. merci beaucoup, Nico, pour cette conversation enrichissante. Et on te souhaite à toi et à Nassourdi le meilleur pour ce prochain combat à l'UFC Merci Paris. beaucoup. Et on sera là pour vous soutenir. Merci à toi Allez, merci. pour être venu sur cette interview. Merci beaucoup, Nico. Merci à tous ceux qui apportent du soutien sur les réseaux. Merci et bonne continuation. Salut, Nico. Ciao.